Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, l'Argus de l'assurance formation, ce sont plus de 150 programmes et 400 sessions de formation chaque année qui sont réalisées en présentiel ou à distance avec des formats e-learning, classe virtuelle ou encore blended learning. Qui mixe ces classes virtuelles et présentielles. Et puis, si vous pouvez passer, Monsieur Drouglazet, sur la slide qui suit, sur des thématiques variées, en risk management, en finance, en réglementation, en distribution, en digital, et j'en passe. Donc, un catalogue de formation que vous pouvez télécharger sur notre site au format digital pour découvrir l'ensemble des solutions que nous vous proposons. Donc, sur la thématique qui va nous intéresser ce matin, on peut passer à la slide 4. Nous avons notamment plusieurs formations phares en stratégie de fidélisation en assurance ou encore en technique de vente sur les canaux digitaux. Mais comme nous allons le voir aujourd'hui, au travers du thème sur le social selling, les techniques de vente seules ne comptent pas si elles ne sont pas accompagnées. Donc, c'est avec Pascal Drouglazet, qui est le président de la société Accès Direct Santé, qui est une société de conseil en gestion de projet et en formation et en assurance de la personne, que nous allons parler aujourd'hui. N'hésitez pas à poser tout au long du webinaire, grâce au module questions, via le petit point d'interrogation que vous avez à l'écran, et je lui relayerai ces questions au fil de son intervention. Alors, Monsieur Drouglazet, lors de la préparation de cet entretien, vous me disiez finalement que le social selling portait bien mal son nom. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, je vais vous demander juste de réactiver votre webcam car on ne vous voit pas. Alors, attendez. Alors, attendez. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon? C'est super. Et de vous remettre en diaporama, voilà, au niveau de l'écran. Voilà. Alors oui, effectivement, vous avez raison, Laurence, le social selling porte bien mal son nom parce qu'il laisse entendre que on va sur les réseaux sociaux vendre ses produits, alors qu'en fait le social selling c'est un ensemble de techniques qui consiste à influencer et fidéliser une audience, et ça vise in fine à capter des leads, puis les convertir en clients à partir de la publication de contenu. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Il s'agit donc de proposer des contenus à une audience choisie, au sein de laquelle figurent bien sûr vos cibles prioritaires, sur les canaux digitaux. Alors, on pense naturellement à LinkedIn, qui est le canal roi. Mais il n'y a pas que LinkedIn, en fait, et comme LinkedIn précisément est très encombré par toutes celles et ceux qui veulent faire du social selling, eh bien, on pourra recourir à un blog en propre, par exemple. On pourra passer par YouTube. On pourra aussi prévoir un enchaînement de stories sur Instagram. Bref, on a des supports autres que LinkedIn qui permettent une visibilité auprès de notre audience. Alors les cibles, on parle de cibles, ce sont des clients et des prospects vers lesquels on publie un fil d'information. Alors pourquoi client et pas que prospect? Parce que bien sûr il y a la notion de multi-équipement qui joue. Il faut envisager de maintenir le fil relationnel, et puis finalement
c'est pas l'objet de ce webinaire, mais on pourrait s'interroger sur ce qu'est un client finalement. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui a souscrit il y a 10 ans, il y a 15 ans? Alors là, on est en B2B, mais malgré tout, on peut avoir un client qui est plutôt en sommeil. Donc, activer et maintenir le fil relationnel, c'est important. Mmh. Alors effectivement, on l'a bien compris, le social selling ne consiste pas à vendre ses produits sur internet via les réseaux sociaux. Dans ce que vous dites, on est là dans une vraie démarche d'information, de diffusion de contenu à valeur ajoutée et puis de fidélisation. Vous disiez, le client, bah, il est peut-être client depuis 1 an, il est peut-être client depuis 10 ans, il est peut-être fidèle, on ne sait pas, il est peut-être dormant effectivement. Les récentes législations, je pense à la loi Hamon, qui permettent des résiliations du jour au lendemain, si je caricature un petit peu, font que oui, cette démarche de fidélisation à travers l'apport de contenu informatif est très importante dans cette démarche. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que comme on est en B2B, la loi Hamon elle-même ne va pas s'appliquer, mais les C'est vrai. assureurs en particulier, mais de toute façon, vous avez raison, Laurence, parce que de toute façon, on voit bien pour les contrats collectifs, par exemple, en santé ou en prévoyance, on a beaucoup d'entreprises qui font une dénonciation de contrat à titre conservatoire. Donc, de toute façon, il y a les contrats aujourd'hui d'assurance, que ce soit en B2C ou en B2B, ils sont assez souvent sur la sellette. Donc, maintenir du fil relationnel, comment dirais-je, s'attacher à toucher aussi l'air du cerveau de la zone émotionnelle, parce que contrairement à ce que l'on croit en B2B, derrière les acheteurs ou les souscripteurs, on a des êtres humains en chair et en os, et toutes les études récentes qui ont été faites montrent que finalement, en B2B, comme par exemple aussi en marketing industriel, finalement, les zones de l'émotion sont tout autant activées qu'en B2C. Alors, je crois que Alors, vous nous avez... allez-y, excusez-moi. je vous en prie. Donc, Allez-y, allez-y, je vous invitais justement à passer à la slide suivante où vous nous expliquez tout ça, effectivement. alors, le marketing, le social selling va s'appuyer sur une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur en marketing digital, qui est le marketing de contenu, ou le content marketing en anglais. Donc, est une discipline à part entière du marketing digital. Il s'agit de développer des contenus. Alors, évidemment, quand on va s'adresser à des cibles en B2B dans le cadre du social selling, ce seront des contenus courts, attractifs, à l'adresse d'une cible dont on sait qu'elle sera intéressée par les contenus que vous poussez. Le marketing de contenu donc connaît un engouement croissant, car il permet de faire venir à soi des leads intéressés par les contenus que vous proposez, même si les contenus, en un premier temps du moins, ne sont pas des contenus à caractère commercial. Ce qui est intéressant avec ces techniques de l'inbound marketing et l'utilisation de ce qu'on appelle des lead magnets, c'est-à-dire des aimants à prospects, à lead, c'est que finalement c'est le lead lui-même qui décide de solliciter, de lire vos contenus ou de prendre connaissance de vos contenus. Donc c'est une démarche beaucoup plus puissante, évidemment. Alors on crée moins de trafic naturellement, puisqu'on fait un écrémage à l'entrée, mais en tout cas les contacts que l'on a sont des contacts beaucoup plus motivés. Voilà. Et la fidélisation qui se fait sur des contenus
hors contenus commerciaux, et ben, va avoir un impact ensuite au moment où les intéressés entreront dans une démarche commerciale. Alors, donc les techniques d'outbound marketing, comme on l'a vu, le emailing, le retargeting, la bannière et plein d'autres outils sont de toute façon de plus en plus considérés par les consommateurs comme intrusifs, même si ce sont alors par les consommateurs, mais aussi, disons-le clairement, par les professionnels, puisqu'on s'adresse en B2B. On va peut-être pas avoir les bannières et retargeting, mais on va avoir en tous les cas le emailing et d'autres outils. Alors, le social selling et le marketing de contenu, il s'agit de créer donc une habitude de lecture qui va générer un processus d'engagement du lead. Alors, je voudrais faire une parenthèse à ce sujet sur les 3 temps de l'engagement client tels qu'ils sont abordés en expérience client, en stratégie de l'expérience client. Alors certes, l'engagement client peut être abordé au travers de l'engagement vis-à-vis de la marque dans le cadre d'un parcours client, mais on peut tout à fait transposer cet engagement client, ces 3 temps de l'engagement client dans les approches du social selling, où c'est tout à fait transposable et de toute façon, l'engagement du client dans le cadre du social selling, c'est aussi ce qui va permettre l'engagement du client après dans les démarches commerciales. Donc le premier temps de cet engagement client, traditionnellement, c'est d'abord le respect de la promesse initiale. Hein, si alors le livre blanc n'est pas un outil du social selling, mais c'est un outil du marketing de contenu. Si on propose un livre blanc avec des contenus précis et que les contenus ne sont pas à la hauteur des attentes ou de ce que l'on a vendu, d'où l'intérêt parfois de ne pas survendre un livre blanc, eh bien, il est clair que le client, le lead, n'ira pas sur les dimensions ultérieures. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la dimension cognitive, c'est-à-dire que votre audience va rechercher des contenus, donc des informations utiles par rapport à des centres d'intérêt précis. Le deuxième temps, c'est la personnalisation de la relation. Alors, elle va se faire par tout le travail amont. Si on a travaillé des personas, si on a des CRM, un CRM très qualifié, mais c'est aussi dans le cadre du social selling par toutes les interactions qui vont faire suite aux messages que vous allez publier. Alors c'est les likes, c'est les partages, c'est les posts ultérieurs. Et donc, les interactions avec votre audience va permettre d'abord de savoir quelle est la popularité de vos contenus, mais ensuite d'améliorer votre connaissance de ces attentes. Et le troisième temps, c'est ce qu'on appelle en expérience client la phase d'enchantement, qui n'est pas réalisable si on n'a pas passé les étapes précédentes. Et là, ce qui est très intéressant, c'est la dimension affective dans l'enchantement, c'est la création de l'effet waouh, une information ou des éléments d'information qui correspondent exactement à ce que vous pouvez attendre la cible. Je pense en particulier aux acteurs mutualistes, j'y intègre les mutuelles d'assurance qui, dans le social selling, peuvent
mettre en avant l'engagement de ses collaborateurs, par exemple dans des activités sportives, associatives, qui visent à réinsérer des jeunes des quartiers difficiles, par exemple. On a là quelque chose qui est tout à fait conforme à l'éthique et au positionnement de la mutuelle ou de l'assureur mutualiste. Et encore une fois, je répète ce que je vous ai dit précédemment, il ne faut pas croire qu'en B2B, le souscripteur ou l'interlocuteur soit quelqu'un qui ait un raisonnement strictement rationnel. Quand on est consommateur à titre individuel, on le reste aussi quand on prend sa casquette professionnelle. Donc la dimension affective a quelque chose d'intéressant en ce sens que elle gomme tous les éléments de vérification ou de validation cognitive. C'est-à-dire que vous savez, on dit toujours que un client au stade du prospect, il n'accorde pas sa confiance comme ça. Il va vérifier que la promesse qui lui a été faite tout en amont du parcours client sera effectivement au rendez-vous. Ça veut dire que le moindre signal de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire tout élément qui est en porte-à-faux par rapport à ce que le prospect, le lead aura collecté sur l'entreprise, eh bien, en phase amont, ça va au contraire l'amener à se retirer du jeu et à être beaucoup plus circonspect, beaucoup plus méfiant. Là, ici, quand on a passé cette phase de l'enchantement, on est dans une dimension affective qui relie le prospect à l'entreprise, à l'émetteur des messages, et donc ça facilite grandement ensuite les propositions ultérieures qui pourront être faites. Voilà. Alors, l'idée en social selling, donc, c'est se positionner en spécialiste ou en référent des sujets traités. Alors, les sujets traités, on va le voir après, si possible, ne sont pas des sujets strictement professionnels, parce que sinon, on va empiéter sur la communication de marque, mais sur les sujets dont par exemple, le conseiller grand compte va pouvoir se saisir, donc des sujets qui font son quotidien extra professionnel, par exemple. Il est important de pouvoir apparaître comme simplement, non pas comme un simple transmetteur d'informations, mais comme quelqu'un qui est capable d'apporter de la valeur ajoutée au contenu. Et la valeur ajoutée, c'est la possibilité de collecter des contenus sur ces thématiques qu'on a l'habitude de développer, mais en étant un peu spécialiste du sujet. Alors, en marketing digital, d'ailleurs, il y a des solutions logicielles qui permettent de faire du recueil de contenu, de la sélection de contenu, mais il est impératif, quand on parle de social selling, on parle de marketing personnel. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'apporter sa propre dimension, sa vision des choses. Si ce sont des discours un petit peu bateaux, très très vite, vous ne serez plus suivi par votre audience. Oui, c'est ça. Donc, ChatGPT aujourd'hui ne va pas tout résoudre. Il faut quand même y mettre sa patte. Sûrement pas. Voilà, je crois que vous développez ça encore sur la slide qui suit. Absolument. Alors, donc social selling, on l'a vu en parlant de contenu, de marketing de contenu. Dans marketing de contenu, il y a le mot marketing, et dans social selling, il faudrait y rajouter le mot marketing, parce que on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre du marketing. Alors moi, en préparant ce support, cette intervention, j'ai pensé à un récent entretien que j'ai eu avec la directrice marketing d'une grande mutuelle.
Et puis à la fin de l'entretien, comme moi j'aime bien un peu solliciter mes interlocuteurs pour savoir comment ils procèdent en marketing digital sur tel ou tel outil, j'ai abordé le sujet du social selling. Je lui dis ben, comment vous faites à la mutuelle, bip, je ne donnerai pas le nom. Et alors j'étais très étonné par sa réponse parce que bien qu'elle soit directrice marketing de la mutuelle, elle m'a dit oh bah écoutez, alors on a fabriqué des contenus pour les conseillers grands comptes, on l'a et puis donc bon bah, on a initié la démarche comme ça et puis on s'est aperçu que finalement sur LinkedIn notamment bah, c'était toujours un petit peu les mêmes contenus qui ressortaient et donc, on a vu qu'il n'y avait pas tellement de retour sur investissement, donc on a laissé tomber. Voilà. Bon. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant parce que le rôle premier du marketing, c'est de sortir du jeu concurrentiel, c'est de se démarquer de la concurrence. Donc, ça veut donc bien dire que quand on veut se lancer dans du social selling, ben, il faut commencer par faire un petit peu un benchmark de ce que font vos concurrents, quelles thématiques ils développent, avec quelle fréquence, sur quels outils, sur quels supports, sur quels canaux. Et puis essayer d'avoir une approche donc différente des concurrents. Alors, donc ce benchmark est à réaliser en amont de toute approche de social selling. Il faut aussi travailler les cibles que l'on veut donc en priorité toucher. Alors on peut construire des personas, même si le persona est sans doute un outil un peu plus utile pour le B2C, mais il n'empêche qu'on peut se faire un petit peu un profil type de nos interlocuteurs prospects. Et puis, on va raisonner UVP. Hein. UVP, c'est donc la Unique Value Proposition, c'est-à-dire finalement en bon français la valeur centrale de votre proposition, c'est-à-dire finalement on va considérer les contenus que vous mettez en avant comme des offres produits. Quelle est la valeur ajoutée de mes contenus au regard de ce qui est déjà publié par les concurrents ou au regard de ce que les interlocuteurs peuvent connaître ou attendent et ne pas hésiter à aller jusqu'à une approche d'objectifs de type SMART, hein, même si on va pas se mentir, dans une approche de diffusion de contenu, est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, avec un horizon temporel de retour sur investissement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on est dans cette logique-là, au moins, on est aux antipodes de la gentille communication où on se fait plaisir finalement. Hein. Oui, c'est sûr. On est par exemple arbitre bénévole ou on est entraîneur d'un club de foot amateur et puis on va avoir un discours auto-centré sur le club, sur les succès du club, etc. Mais au fond, ça n'intéressera personne. Donc il faut vraiment, au moins si on est dans cette approche-là, même si on n'arrive pas jusqu'au bout du déroulement d'un objectif SMART, au moins on se sera raccroché au fait qu'il y a ici des objectifs professionnels et il faut pas se faire plaisir en faisant des longs développements sur des activités extra-professionnelles sans intérêt pour la cible. Alors, vous venez de nous le dire, effectivement, le marketing de contenu, s'il ne rejoint pas les techniques d'outbound, comme vous l'avez précisé, requiert tout de même une vraie démarche marketing et une méthodologie, on va dire, réfléchie. Et en préparant cette intervention, et vous venez un petit peu d'en parler avec le côté
football dans une commune, mais vous m'avez dit entre personal branding et brand content, mon cœur balance. Alors, est-ce que effectivement vous pouvez creuser un petit peu cette notion? Ben, oui, absolument, parce que on l'a dit, en fait, on est dans un exercice difficile parce qu'en fait, on vient de le préciser, on n'est pas là non plus pour faire le récit de ces activités extra-professionnelles, mais on n'est pas là non plus pour relayer de façon, comment dirais-je, de façon identique la communication qui est faite par ailleurs par la marque. Donc il faut que à la fois ce que l'on développe puisse être suffisamment attractif pour faire venir à soi des leads, mais il faut en même temps que ces leads, on les prenne par la main et on les amène gentiment vers la marque. Donc, c'est un subtil dosage hein, qui n'est vraiment pas facile entre entre effectivement une communication de type personal branding et puis une communication qui ne serait que le relais des content, des brand content, c'est-à-dire des contenus de marque, notamment la communication institutionnelle. Donc, il faut faire attention, on l'a dit, au discours autocentré, tout ce qui, alors, ce qu'on trouve beaucoup sur LinkedIn. Moi, je suis assez agacé, même, je dois dire, quand je vois c'est à la faveur, par exemple, d'événements, le 40e anniversaire de l'entreprise. Alors, vous avez droit à des photos, alors le gâteau d'anniversaire qui est soufflé, etc. Et le président a eu sa petite larme et tout ça. Mais ça n'intéresse personne, mais vraiment personne. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'autocongratulation ou donc l'évocation d'événements propres à l'entreprise, il faut bannir ça. Mais attention aussi à l'inverse, et on le voit sur LinkedIn, et là ça ne cesse de m'étonner, des prises de parole qui sont quand même assez polémistes, en particulier des prises de parole parfois sur des sujets sociétaux ou politiques. Et c'est évidemment à bannir parce que ça sera au détriment de la marque. Oui, bien sûr. Voilà. Vous venez effectivement de nous faire un certain nombre d'avertissements, mais si l'on devait résumer, quels sont finalement les pièges à éviter dans une démarche de social selling? Alors, on l'a évoqué. Je pense que lorsque j'ai cité l'exemple de cette directrice marketing de mutuelle, il faut comprendre effectivement que le social selling, c'est une démarche qui est précédée par une démarche marketing. Donc déjà en soi, c'est déjà une cause d'échec si on n'a pas intégré ça. Donc ça veut dire que dans une démarche marketing, on se doit de connaître ses cibles, les centres d'intérêt de ces cibles, puisque évidemment on va attaquer, je dirais, les cibles par des centres d'intérêt qui sont périphériques à nos offres, hein, qui sont extérieurs à nos offres. Hein. De la même manière, par exemple, que un assureur qui va vouloir toucher des futurs retraités, il va s'intéresser bien sûr à des sujets qui concernent la préparation de la retraite, le calcul de ses trimestres, etc. Mais aussi le changement de rythme lorsqu'on passe de la vie active à la retraite, mais aussi toutes les activités de loisirs qu'on peut mettre en œuvre en retraite, etc. Donc, ce sont des centres périphériques qui vont amener après aux offres, les offres étant des offres de prévoyance, d'assurance vie, de financement de la retraite, etc., etc. Ça vaut aussi en B2B, évidemment. Alors,
Le deuxième écueil, ce serait de diffuser des contenus banals ou sans valeur ajoutée ou auto-centrés, on en a parlé. Donc toujours dans une logique marketing de publier des contenus semblables à ce que fait la concurrence. Et je dirais d'ailleurs, pour revenir à l'exemple que j'ai cité de cette mutuelle, bon, le fait que la mutuelle diffuse, enfin que le service marketing diffuse auprès des conseillers grands comptes, par exemple, ou de responsables d'agence, des contenus types, c'est intéressant, mais c'est un peu piégeux parce que moi, je pense qu'il vaudrait mieux plutôt former les personnes qui vont s'emparer du social selling à quel type de contenu on va pouvoir développer, comment on fait passer une dimension personnelle qui soit attractive et comment on va faire que la communication que l'on va faire sera quand même je dirais en congruence avec ce qui est fait par la marque. Autre écueil, c'est de perdre de vue son objectif, donc c'est-à-dire attirer et fidéliser les leads et les convertir ensuite en clients et ensuite en clients fidèles. Et puis le dernier écueil, qui n'est pas des moindres, je constate que c'est bien souvent pour ça que les entreprises ont mis fin à leur démarche de social selling, c'est de ne pas faire montre de persévérance. Alors la réussite du social selling, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui est tout à fait mesurable. Hein, quand vous voyez si vos messages, vos contenus, vos publications sont forwardés, que ça crée même éventuellement, on peut rêver, un buzz positif, bah là, ça montre que vous êtes sur le bon chemin. Alors après, bah, y a des aspects très techniques aussi, la fréquence des communications, Oui. le rythme, le ton que vous allez donner à vos communications. On peut très bien faire exactement, vous savez, on n'invente rien, hein, ce que faisaient les romanciers au 19e siècle. Je pense à Dumas, qui publiait ses romans dans les journaux, dans les quotidiens, et donc il y avait un feuilletonnage du roman. Euh, et donc, on peut très bien, par exemple, publier des stories sur Instagram, et puis la dernière stories va ramener vers le site web de l'entreprise, par exemple. Hein. On peut faire Ce la qu'on même appelle chose. le storytelling. Exactement. Et puis effectivement, vous le disiez, voilà, de persévérance, ça s'inscrit dans la durée, ne pas attendre un résultat immédiat, ne pas être trop héroïste à tout prix et Oui, effectivement bien sûr, créer parce la que relation. c'est vraiment par sédimentation, je dirais. Moi, j'ai coutume de dire quand j'interviens en formation sur ces sujets-là, euh, en marketing de contenu et aussi en fidélisation, c'est pas quelque chose qui se décrète. Hein. Moi, j'ai coutume de dire que la fidélisation, c'est comme l'amitié. Vous n'allez pas voir votre ami un lundi matin à 8 heures en disant sache que depuis ce matin 8 heures on est amis. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça procède par petites touches successives. Bah, les petites histoires, les contenus que vous allez développer en social selling, c'est la même chose. C'est vous allez gagner des points au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas lasser votre cible en publiant avec une fréquence trop rapprochée, mais il ne faut pas non plus faire 2 publications par an, quoi. Donc, c'est à l'usage, hein, vraiment. On est en marketing digital, donc on est dans le test and learn, on est dans l'expérimentation en permanence avec une forte interactivité avec les cibles, et c'est ça qui va nous faire progresser harmonieusement, lentement mais sûrement, dans notre politique de social selling. Pascal Grouglazet, je vous remercie infiniment pour cette intervention
fort instructive et fort intéressante. Je vais prendre une ou deux questions qui nous ont été posées pour terminer. Alors, vous avez parlé effectivement de cette fameuse directrice de marketing d'une grande mutuelle qui donc publiait des contenus à destination de ses courtiers, ses agents, etc., pour pouvoir être relayés, qui a abandonné le truc effectivement avec un sentiment que ça ne servait peut-être pas à grand-chose et que c'était pas suffisamment héroïste. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir une grande mutuelle, une grande direction marketing qui produit du contenu pour nous. Donc, en tant qu'acteur, on va dire seul, à partir de quand est-ce qu'on ne risque pas d'empiéter sur la communication corporate que pourrait avoir la marque par ailleurs? Écoutez, moi j'ai à l'esprit des exemples, je dirais presque quotidiens. J'accompagne des agents généraux dans le cadre d'un MBA agent général et sur la démarche de VAE, validation des acquis d'expérience et de construction de leur mémoire donc toujours dans le cadre de ce MBA. Et donc, on aborde bien sûr la communication de l'agent général. L'agent général, il a tout intérêt à effectivement à diffuser une communication qui lui soit propre, mais qui, au travers de ce qu'il va communiquer, va être compatible avec la communication du groupe. Mais en tant que tel, à ma connaissance, en tout cas, les assureurs ne fournissent pas aux agents généraux, et encore moins aux courtiers d'ailleurs, des contenus. C'est l'agent général, de par son insertion dans le tissu socio-économique de sa commune, qui va pouvoir communiquer sur ces activités-là et puis donc finalement se donner une crédibilité, un positionnement social et économique finalement qui va amener ces cibles qui sont par exemple des TNS, des commerçants, qui vont se dire finalement c'est intéressant ce qu'il dit, y compris sur les activités de la ville, parce que il a sa propre patte, il apporte, il n'est pas le relais de la communication de sa commune, de la ville, il apporte une dimension d'assureur et il participe à consolider le tissu socio-économique de la ville, voilà. Donc de la ville. Ouais. exactement. Et puis, on a eu pas mal de questions sur les outils sur lesquels on pouvait s'appuyer pour un acteur de l'assurance qui veut se lancer sur le social selling. Donc, on a bien évidemment parlé de LinkedIn, mais vous l'avez dit, c'est un réseau aujourd'hui relativement encombré. Vous avez cité YouTube, Instagram. Est-ce qu'il y a une liste d'outils comme ça dont on peut parler, qu'on pourrait partager? Oui, ou créer son propre blog. Après, bon, et là par contre sur le blog, si on a la chance d'avoir une direction marketing et communication, cette direction pourra vous aider pour le construire. Après, mais Oui. c'est un blog, c'est plus facilement imaginable peut-être pour un indépendant de créer un blog, parce que après il y a toujours la question de savoir est-ce qu'en termes même de chartage, en termes de template, est-ce qu'on va être raccord avec ce que fait la marque, c'est toujours la question aussi, hein. Bien sûr. Et puis bon, tout le monde n'est pas forcément prêt. Alors oui, Oui. voilà, un écueil. Tiens, voilà, parler d'écueil. Moi, alors j'interviens beaucoup en marketing de contenu, y compris là. Alors
encore moins je citerai cet exemple, mais je suis parfois étonné de voir que dans des directions marketing, on a des personnes qui sont chargées justement de travailler des contenus. C'est pas gagné, hein, c'est difficile. On parle pas que de marketing, on parle aussi de français, on parle vous savez, enfin quand je vous parlais de Dumas, la capacité à emmener son public, à créer du teasing, à donner envie de lire la page d'après, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Faut être clair, c'est pas donné à tout le monde. Écoutez, il me reste à vous remercier une fois de plus pour cette intervention. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain webinaire de l'Argus de l'assurance formation. Et Monsieur Louglazet, encore un merci à vous, à bientôt et très bon appétit à tous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.